Bonjour à tous, je m'appelle Yves Grégoire, je suis notamment animateur du groupe de travail maçonnerie actif au sein du CSTC et dans ce webinaire, je vais vous présenter les maçonneries collées en façade. La rénovation du stade Roi-Baudouin en 1995 est le premier grand chantier en Belgique. Depuis lors, à partir des années 2000, il y a une forte croissance de l'encollage des maçonneries de parement à joints minces. Les architectes et les maîtres d'ouvrage montrent en effet un grand intérêt pour les avantages techniques et l'innovation esthétique de la technique. Alors il s'agit d'une alternative esthétique pour la paroi extérieure du mur creux. Vous voyez une première photo d'une maçonnerie traditionnelle en briques de terre cuite. Et à présent, une photo qui montre l'aspect esthétique particulier d'une maçonnerie en briques de terre cuite collée à joints minces. Il ne s'agit pas que d'une alternative esthétique, mais également technologique. L'épaisseur de joint sera de l'ordre de 3 à 6 mm plutôt que de 10 à 12 mm comme pour les maçonneries traditionnelles. C'est une option esthétique. L'influence du joint sera diminuée par rapport à l'aspect de la façade. L'applicabilité d'épaisseurs très minces sera fonction des tolérances de fabrication des éléments de maçonnerie. Il est irréaliste d'exiger un joint régulier et très mince si choix est fait d'une brique d'aspect très irrégulier. On parle de collage plutôt que de maçonnage car on utilise un mortier-colle. Ces mortiers sont spécifiquement formulés pour être mis en œuvre dans de telles épaisseurs, obtenir une adhérence améliorée, atteindre rapidement les caractéristiques mécaniques escomptées. La technique de mise en œuvre évolue également. Il n'y a pas de rejointoiement. Le processus d'humidification et de séchage de la maçonnerie est différent, étant donné que le mortier est plus imperméable. Et selon l'expérience et les caractéristiques de mortier, on a une plus faible sensibilité à l'apparition des fluorescences. Enfin, la technique nécessite le changement des habitudes, qui est parfois un frein à l'évolution, et en tout cas des formations sont nécessaires. Elles sont en général dispensées par les fabricants. Au niveau de la technique de mise en œuvre, l'application type, c'est l'usage d'une pompe et d'un pistolet. Sur cette première photo, on voit le déversement de la poudre dans la trémie de la pompe. Sur cette seconde photo, on voit la vérification du bon fonctionnement du pistolet. Sur cette troisième photo, on voit l'application des cordons de mortier-colle sur l'assise précédente de maçonnerie. Pour l'encollage des boutisses, on peut s'aider d'un chevalet, comme illustré sur cette photo. Enfin, on applique en pressant l'élément de maçonnerie sur la couche de mortier. L'usage de la pompe et du pistolet est justifié pour les longues assises dépourvues de détails complexes. La technique requiert une organisation spécifique des travaux, donc du personnel en suffisance pour assurer la pose dans les limites du temps ouvert du mortier-colle, des échafaudages de largeur suffisante pour la pompe. Enfin, il y aura une gestion importante de la pompe à considérer, en particulier un nettoyage soigneux, chaque fois qu'on arrête de travailler et en tout cas systématiquement en fin de journée. Finalement, mentionnons que par temps chaud, il y a quand même un risque de dysfonctionnement de l'appareillage. Alors il y a des alternatives. La première alternative, c'est l'utilisation de la poche à douille. La seconde, c'est la truelle traditionnelle. Le choix de la technique de pose peut dépendre de la complexité de la façade et de ses détails et dépendra dans tous les cas des recommandations du fabricant. Concernant le choix du mortier, la norme européenne harmonisée reprend trois types de mortiers. Les mortiers d'usage courant dont le symbole est G, les mortiers de joint mince ou mortier-colle dont le symbole est T,
et les mortiers allégés dont le symbole est L. Dans le cas qui nous préoccupe, il s'agira d'un mortier T, défini comme un mortier performantiel dont la dimension maximale des granulats est inférieure ou égale à 2 mm. En outre, il est doté de caractéristiques d'adhérence améliorée. Il sera important de choisir un mortier de type T adéquat pour des épaisseurs de l'ordre de 3 à 6 mm. Quand il s'agit de choisir l'esthétique de la façade que l'on recherche, 4 cas s'offrent à nous. En fonction de ces cas, on aura un ordre de grandeur de l'épaisseur du joint visuellement, la performance d'adhérence améliorée souhaitée ou pas, l'épaisseur réelle du mortier mis en œuvre, le type de mortier à choisir et la dénomination courante de la maçonnerie. Le premier cas, c'est la maçonnerie traditionnelle avec jointoyage. Donc là, tant visuellement que la réalisation pratique concerne des joints de 10 à 12 mm. Il n'y a pas de performance d'adhérence améliorée escomptée. Et le type de mortier à choisir est un mortier de type G pour des joints de 10 à 12 mm. Le deuxième cas concerne le même type de mortier G, mais là on souhaite un aspect maçonnerie à joint mince et on l'obtient grâce à des éléments de maçonnerie à la morphologie adaptée, de telle manière que l'épaisseur du joint que l'on voit visuellement sera de l'ordre de 4 mm. On n'aura dans ce cas aucune performance d'adhérence améliorée et on est dans le cas d'une maçonnerie traditionnelle à joint mince et sans jointoyage. Le troisième cas concerne des maçonneries à joint mince grâce à l'usage de mortiers de type G, mais spécialement formulés pour des joints de l'ordre de 4 à 8 mm. Il n'y aura pas de performance d'adhérence améliorée et l'épaisseur réelle du mortier mis en œuvre est donc de 4 à 8 mm. On obtient une esthétique similaire pour le cas qui nous préoccupe, c'est-à-dire la maçonnerie collée à joint mince, sans jointoyage. Donc là, tant visuellement que la réalisation pratique concerne des joints de l'ordre de 3 à 6 mm. Une grosse différence réside dans le fait que l'on a des performances d'adhérence améliorées, et il s'agit bien dans ce cas de mortiers de type T pour des joints de 3 à 6 mm. Le mortier colleté doit être choisi en fonction des éléments à en coller. D'une part leur nature et d'autre part leurs caractéristiques. Pour les briques en terre cuite par exemple, le critère déterminant est la classe de taux initial d'absorption d'eau de l'élément. Cette performance est indiquée sur la fiche technique de l'élément de maçonnerie et la classe peut concerner des éléments très peu absorbants à très absorbants, classe IW1 à 4. Le mortier doit également être compatible avec la technique de pose. Il n'est pas question par exemple que des granulats grossiers viennent bloquer la pompe et le pistolet, par exemple. Concernant le choix de l'élément de maçonnerie, différents types d'éléments de maçonnerie sont applicables via la technique, tant les briques en terre cuite que les briques en béton, que les éléments en pierre naturelle. Ces caractéristiques dimensionnelles, donc tant les tolérances sur les dimensions que la planéité et le parallélisme des faces, doivent être compatibles d'une part avec l'épaisseur de joint prescrite, tant pour les joints d'assise que pour les joints verticaux, et d'autre part avec l'aspect esthétique souhaité. Ce sera important pour l'alignement des joints verticaux. Les dimensions modulaires ne sont pas d'application. En effet, contrairement à la maçonnerie traditionnelle, on n'a pas la relation 2 fois la boutisse plus l'épaisseur du joint égale la panneresse. Et on devra en tenir compte dès le stade de la conception. Et il sera nécessaire de découper plus de briques pour un appareillage en demi-briques. Le tableau qui suit
montre que même si on fait choix d'une épaisseur nominale de joint, on peut avoir en pratique des variations sur cette épaisseur. Dans le cas qui nous concerne, nous nous situons dans les joints d'épaisseur nominale de 3 à 6 mm et différents paramètres vont influencer l'épaisseur réelle que l'on va avoir en pratique. D'une part, l'écart de planéité maximale des faces de pose. D'autre part, la tolérance d'exécution qui est plus sévère pour des joints d'épaisseur inférieure à 6 mm. Et finalement, la dispersion maximale des dimensions de l'élément. Une classe R2 est une classe plus stricte qu'une classe R1 dans le cas des éléments de maçonnerie en briques de terre cuite. Le tableau montre pour les différentes classes de dispersion la dispersion sur la longueur et la hauteur que l'on peut avoir pour une brique de format standard 188, 88, 48. En fonction de ces paramètres, on va pouvoir calculer la variation sur l'épaisseur d'une part des joints d'assise et d'autre part des joints verticaux. Il s'agira d'une part d'une variation extrême qui tient compte de tous des trois paramètres précités extrêmes, mais également d'une variation statistique qui tient compte de la somme quadratique de ces paramètres. Car évidemment, le fait d'obtenir au même endroit la valeur la plus défavorable est statistiquement faible. À titre d'exemple, en cas d'épaisseur nominale de joint de 3 mm, il est recommandé d'avoir un écart de planéité maximale des phases de pose de 1 mm. La tolérance d'exécution est sévère, soit 2 mm. On recommande l'usage d'éléments de maçonnerie de classe de dispersion R2. Et bien sur base de ces mesures, on va pouvoir calculer la variation extrême pour l'épaisseur des joints d'assise qui sera de 3 plus ou moins 2,5 mm. La variation statistique, quant à elle, sera de 3 plus ou moins 1,5 mm. Le calcul est similaire pour l'épaisseur des joints verticaux. La variation statistique sera de 3 plus ou moins 1,5 mm et la variation extrême sera de 3 plus ou moins 3 mm. Donc on peut avoir, dans les cas extrêmes, des joints de 0 ou de 6 mm. On peut voir sur cette photo une brique irrégulière utilisée avec un appareillage sauvage. Sur cette photo, on voit un appareillage régulier avec une brique régulière, ce qui donne un bon alignement des joints verticaux. Par contre, sur cette photo, on a fait choix d'une brique irrégulière, ce qui donne un problème d'alignement au niveau des joints verticaux. Si l'élément dispose de tolérances moins strictes, une brique R1 par exemple, les appareillages réguliers sont déconseillés si les joints sont ouverts, car leur largeur va dépasser 6 mm, ce qui est défavorable à l'étanchéité à la pluie. L'appareillage sauvage, c'est-à-dire avec des joints verticaux non alignés, est quant à lui conseillé en vue d'éviter les défauts d'alignement des joints verticaux. Les photos montrent ici, avec le même élément, d'une part un appareillage régulier pour lequel on obtient des joints verticaux relativement bien alignés et la même brique utilisée dans un appareillage sauvage. Il est important d'adapter l'épaisseur des joints de manière à pouvoir compenser les différents écarts dimensionnels des briques. En pratique, on tente régulièrement de maintenir constante l'épaisseur des joints verticaux en y insérant des plaquettes en plastique. Mais dans ce cas, l'écart sur la longueur des briques aura des conséquences sur l'alignement des joints verticaux. Si des joints verticaux ouverts sont prescrits, on devra considérer une plus grande quantité d'eau dans la coulisse, ce qui va renforcer encore plus le rôle important du drainage de cette coulisse.
Pour éviter les infiltrations d'eau dans la paroi intérieure, on devra veiller au point suivant. La paroi devra être étanche à l'air, en particulier aux jonctions entre la menuiserie et le gros œuvre. Le remplissage complet de la coulisse sans lame d'air est à proscrire. La largeur nominale des joints sera celle prescrite, soit entre 3 et 6 mm. Pour des largeurs plus grandes, il y a des mesures constructives particulières qui sont à étudier au cas par cas en présence de matériaux d'isolation sensibles à l'humidité ou aux UV et de façades fortement exposées aux pluies battantes ou situées en bord de mer. Compartimentage de la coulisse, par exemple, écran d'étanchéité à la pluie, noir sur l'isolant. Notons que lorsque la couche d'isolation sous-jacente est visible à travers le joint ouvert, un écran noir supplémentaire d'étanchéité à la pluie ou un matériau d'isolation déjà doté d'un revêtement noir est recommandé pour des raisons esthétiques. Abordons à présent l'exécution. On devra respecter les temps de mélange, de maturation, la durée de vie du mélange et le temps ouvert du mortier-colle. Le temps ouvert, qui est en général de quelques minutes, doit encore être réduit par temps chaud, ce qui nécessitera une grande rapidité d'exécution et donc un personnel en suffisance. Les cordons de mortier-colle sont appliqués en parallèle, en 2 cordons parallèles, de telle manière que le mortier soit en retrait d'environ 1 cm par rapport au plan de la façade et couvre les éventuelles perforations de l'élément de maçonnerie afin d'éviter les dégâts de gel en cas de stagnation d'eau dans les perforations. On devra éviter les coulures de mortier-colle sur le parement car elles sont difficiles à nettoyer et nuisent à l'aspect de l'ouvrage. Les accessoires, quant à eux, devront être compatibles avec l'épaisseur réduite du joint. Par exemple, la partie des attaches ancrées dans le mortier devront être suffisamment minces. Pour déterminer les dimensions modulaires, on mesure la longueur et la hauteur cumulée de 10 éléments de maçonnerie, on divise la valeur obtenue par le nombre d'éléments et on ajoute l'épaisseur de joint choisie. On répète l'exercice plusieurs fois pour avoir une moyenne et l'assise ainsi déterminée pourra servir d'unité de mesure pour contrôler l'alignement de la maçonnerie. On peut confectionner un muret d'essai pour vérifier la compatibilité avec l'aspect souhaité, mais généralement la maquette sera trop réduite pour évaluer les variations d'épaisseur dans les joints. On peut se reporter à une maçonnerie de référence avec les mêmes choix, mais dans ce cas, la dispersion des dimensions des éléments pourrait encore varier selon les livraisons. Au niveau des tolérances d'exécution relatives à l'esthétique, les critères repris sont identiques à ceux des maçonneries traditionnelles, tant en matière de rectitude des joints horizontaux que de différence de niveau entre éléments adjacents, que l'alignement des joints verticaux. Comme déjà mentionné, pour des joints d'épaisseur inférieure à 6 mm, on aura une tolérance d'exécution plus sévère de l'ordre de plus ou moins 1 mm. Notons finalement que l'aspect de la maçonnerie doit être évalué sous un éclairage normal à une distance de 3 mètres en extérieur ou de 2 mètres en intérieur. Nous avons publié 2 documents de référence relatifs à ce sujet. La première, la note d'information technique 264, est relative aux détails de référence pour les murs creux. La seconde référence est la note d'information technique numéro 271 sur l'exécution des maçonneries, dans laquelle vous pourrez retrouver les informations délivrées dans ce webinaire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.